Ma zone peut-être de génie, de compétence, c'était de toucher les gens, de les faire sortir un peu de chez eux et de potentiellement les connecter. Aujourd'hui, les réseaux sociaux tels qu'on les conçoit, tels qu'on les pense, ils sont tout sauf sociaux en fait. T'as un sentiment d'isolation sociale qui est hallucinant. Ça a vocation à être le nouveau vrai réseau social qui connecte les gens. Quand on vient faire du sport, on sait qu'on va être entouré de gens qui nous ressemblent un minimum, avec qui on partage des valeurs. Le vaudou, c'est un coup de boost, un accélérateur qui est exceptionnel. Aux US, tu as une proportion à payer qui est radicalement différente. On réfléchit activement à comment monétiser de façon intelligente. Je suis un peu entrepreneur la journée où j'essaie de comprendre comment répondre aux besoins du marché, mais le soir, je suis animateur club maître. Salut, je m'appelle Victor, je suis le fondateur du podcast Kilomètre 30 et avec mes invités, on parle entrepreneuriat et sport. Je suis ravi de vous présenter ce 8e épisode enregistré avec Maxime Verschoor, le cofondateur de Mingle. Alors Mingle, c'est quoi? C'est une social app, donc un réseau social qui promeut des événements sociaux, notamment à travers le sport. C'est le lien avec Kilomètre 30. Avec Maxime, on a surtout parlé de sa pratique sportive. On a beaucoup discuté du modèle de Mingle. Donc concrètement, comment on lance une application, d'abord aux États-Unis, puis en France. Quelles stratégies on met en place pour s'implanter dans ces différents territoires. Les logiques très locales qu'il faut mettre en place pour s'adapter aux différents utilisateurs qui sont internationaux. Et puis les méthodes de monétisation qui sont différentes d'un pays à l'autre. On a évidemment parlé de pourquoi il a entrepris dans le sport. J'ai aussi été bluffé par la capacité de Maxime à s'emparer d'un sujet comme le sport pour en faire une entreprise ultra intéressante, à la croisée entre la tech, les événements sociaux, les événements sportifs, les rencontres. Bref, j'ai trouvé cet échange passionnant. J'espère que vous le trouverez tout autant passionnant et je vous souhaite surtout une très bonne écoute. Je me suis fait un pari avec Joséphine il y a 2 semaines. Je me suis posé un strass parce qu'elle a eu les... Enfin, on était à une soirée New Balance et il y avait un truc de strass et on s'était dit bon allez, c'est marrant de faire un truc de con, on devait se faire un tatou et en fait on a fait un strass, donc je sais pas si c'est très visible mais voilà. Fais voir. Ça c'est énorme. Et comment tu le fais poser ça? Bah, il te colle à ça avec une sorte de lumière violette bizarre et je pensais que c'était un truc très éphémère, tu vois, je pensais que ça allait partir au bout de 2-3 jours. Il est toujours là, bah alors peut-être que je peux l'enlever mais pour l'instant il est là quoi. Et ça se garde... Je pense que si je fais rien ça se garde longtemps. Ah ouais? Parce que là le brossage des dents, enfin il y a rien qui y fait quoi. Je te jure je me brosse les dents. Vas-y avec un tournevis cruciforme Je ici. sais pas essayer mais peut-être que je lui passerai. Mais je trouve ça marrant ouais. Ouais, c'est ouf. Genre, C'est trop marrant. Mais ça se voit pas tant que ça en fait. Ouais ça se voit pas tant que ça. Ça c'est fait pas choquant. c'est quoi? C'est un faux diams en fait. C'est un faux diam, ouais. Faut pas que ce soit un vrai mec, sinon tu vas en trou dans les comptes trop là, drôle. New Balance. Trop marrant. Ok. Écoute Maxime, ravi de t'accueillir dans cet épisode. Écoute, ravi d'être là, Vic. Pour le contexte, c'est la première fois qu'on enregistre dans ce studio. Ravi de t'accueillir dans ce nouveau setup qui est un petit peu à l'image du podcast, tu vois, avec le logo Kilomètre 30, en tout cas le nom, et des accessoires autour du sport, des petits items qui soit sont en rapport avec des souvenirs que j'ai eus, soit en rapport avec mon expérience sportive, tu vois, des médailles, les lunettes de course, natation, la récupération. On aura le temps C'est important aussi. de revenir sur ces sujets-là, mais ce que je veux te dire, c'est que je suis ravi de t'accueillir. Je pense qu'on a des sujets incroyables à discuter ensemble. Ton expérience, je crois qu'on a le même âge, ou dans les mêmes âges. Donc, tu vois, c'est plus facile pour moi de se projeter aussi et de comprendre un petit peu ce que tu vis. Mais tu as un profil de sportif de haut niveau. Tu as travaillé dans des boîtes qui me parlent, donc un écosystème, plutôt écosystème startup, entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu es en train de lancer une boîte qui s'appelle Mingle. Je pense que vous allez cartonner. C'est un truc de fou. Donc, tu pars aux États-Unis en ce moment. Pour l'expansion de cette boîte, tu t'associes avec le studio Voodoo et tu viens de Vendée. J'ai vécu en Vendée pendant longtemps. Je pense qu'on a pas mal de points communs, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être cool de discuter ensemble. Donc, ravi de t'accueillir. Première question, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Maxime? Carrément, merci Vic pour cette intro. Effectivement, je me sens déjà à la maison là. Avec tout ça, notamment les lunettes de piscine, on y reviendra. Mais bon, là, je les ai un peu enlevées depuis trop longtemps d'ailleurs. J'y suis retourné hier, c'était dur. Écoute, ouais, donc Maxime Verschoor, donc je suis franco-néerlandais. Je viens, ma famille française vient de Vendée, ma famille néerlandaise vient de La Haye. Mais j'ai quand même globalement grandi en banlieue parisienne, sur les dernières années en tout cas, dans le 92. Donc effectivement, tu l'as dit, j'ai un parcours jusqu'à présent relativement classique si je puis dire, hein.
prépa, école de commerce. J'ai commencé ma carrière en fonds d'investissement, dans l'investissement dans des startups, dans les smart cities pour le compte d'une riche famille française qui s'appelle la famille Faya, qui a monté le groupe Faya, qui est un gros groupe du BTP indépendant, enfin qui est le plus gros groupe du BTP indépendant en France. Donc j'ai côtoyé des entrepreneurs au début un peu du haut de ma tour d'ivoire, à regarder des decks passer, à me dire: «Ah, j'ai envie de mettre de l'argent là, là et là» et cetera. Mais en fait, à force de les voir passer, discuter avec eux, je me suis dit que j'avais très, très envie de passer de l'autre côté, mais je ne l'ai pas fait de façon tellement agressive et radicale. J'ai fait un petit switch d'abord vers la tech, vers les startups, tu l'as dit, toujours en investissement, parce que je suis passé chez Silver qui était, une alternative à l'equity avec ce qu'on appelle du RBF, en gros de la venture debt, Ouais. pour des boîtes du digital qui étaient très mal financées par les banques. Donc j'ai fait 1 an là-bas, en sales, un peu comme, ce que tu faisais jusqu'à il y a peu aussi. Donc trouver des dossiers, mettre de l'argent dessus, sur les boîtes, excuse-moi, mais plus vraiment avec un angle analytique, plutôt avec un angle sales dans le sens où tout était très automatisé et donc on se concentrait plutôt sur l'humain, sur le contact et même sur le fait d'aller chasser des boîtes, parce que l'idée c'est d'investir dans la croissance et donc les boîtes qui avaient de la croissance nous rapportaient de l'argent. Donc faire les bons paris au bon endroit mais au contexte économique un peu difficile, 2022-2023, un peu Ouais, j'imagine. retournement, de la liquidité aujourd'hui et donc enfin de la liquidité à l'époque et donc Silver allait un peu moins bien au bout d'1 an et là je me suis dit: «Bon, c'est hyper intéressant la tech, mais j'ai envie de voir ce que c'est qu'un gros mastodonte qui scale très fort avec des gros process, voir un peu les best practices, en Europe» et une de ces boîtes qui à ce moment-là faisait beaucoup de bruit, qui fait toujours beaucoup de bruit, c'est Pigment, dont tu as probablement déjà entendu parler. Alors c'est autre chose, c'est à mon sens un peu moins sexy, c'est des gros SaaS qui viennent digitaliser les directions financières, RH, supply et cetera. En gros, un super Excel qui te permet d'avoir de la flexibilité, de l'adaptabilité, ce qui était aujourd'hui pas du tout le cas parce que c'était, voilà, encore une fois, des Excel, des Google Sheets qui se parlaient pas les uns avec les autres, qui étaient hyper rigides. Donc pareil, j'ai fait ça pendant 1 an. Donc après avoir vu une boîte, grossir très vite et mourir presque très vite, j'ai vu une boîte qui était, un mastodonte, qui était sur des rails hyper solides et on est passé de 200 à 600 personnes, tu vois, en 1 an. Et donc moi, je me suis vite retrouvé dans une armée de sales qui étaient tous hyper forts, et je crois que j'ai beaucoup appris, beaucoup grandi, mais je crois que j'ai vite senti à un moment donné et compris que j'en avais marre d'être, un peu un numéro, sur un dashboard. Je sais pas si tu avais ressenti ça toi dans ta dernière boîte? Et je crois que j'avais envie de porter un peu mon projet, toucher les gens. Et j'ai eu un peu un déclic il y a quelques mois, quand je suis parti en Indonésie, et qu'on a monté une petite association pour promouvoir l'accès au surf, notamment pour les femmes. Heu, En tout cas pour les filles, excuse-moi, parce que c'est des filles qui aujourd'hui vivent devant des vagues exceptionnelles, mais qui globalement n'ont pas accès parce que c'est des pays qui, bah, malheureusement, voient encore trop la femme peut-être comme, quelqu'un qui est à la cuisine et cetera. Et donc on a essayé de promouvoir, l'accès au surf pour les femmes dans ces pays-là et je me suis rendu compte que un peu ma zone peut-être de génie, de compétence, c'était de toucher les gens, de les faire sortir un peu de chez eux et de potentiellement les connecter. OK et donc là, faire sortir les gens de chez eux, les connecter, c'est la suite logique pour Mingle? Ouais, c'est un peu le début de Mingle, le fait de se dire aujourd'hui les réseaux sociaux tels qu'on les conçoit, tels qu'on les pense, ils sont tout sauf sociaux en fait. Ils nous frustrent, ils nous isolent. Moi je sais pas comment toi tu utilises Instagram, TikTok ou Snapchat, mais la plupart des gens, ils scrollent, ils regardent les autres faire et ils sont assis sur leur canapé et à la fin de cette expérience-là, en fait, on est toujours seul. On a juste l'impression que notre vie, elle est moins cool, moins stylée et que, bah, en fait, on a on s'est pas fait beaucoup plus de potes, quoi. On s'est pas fait beaucoup plus de contacts, de relations, on n'a pas tellement appris sur nous, sur les autres, sur le monde. Vraiment, encore une fois, je trouve qu'on alimente, un sentiment d'isolation, de frustration qui est, à mon sens, hyper dommage et qui va totalement à l'encontre de ce pourquoi les réseaux sociaux, initialement, étaient conçus, pensés. Parce que les réseaux sociaux, à l'époque, c'est Facebook en 2008, avec Facebook Events, où on organise des soirées, des moments. Aujourd'hui, Facebook Events, tu y vas peut-être encore un peu pour des soirées, mais tu te noies dans des notifications, de ta grande-tante, de ta marraine et cetera, donc tu sais même plus où est la soirée, à quelle heure et cetera, donc tu envoies un message sur WhatsApp pour savoir où est la soirée et donc aujourd'hui, les outils sociaux, ils sont un peu cassés. Il y a un gros trou dans la raquette. L'ancien gros réseau social, vraiment social, c'était Meetup, mais qui a pas bougé depuis 2012 et qui est un outil aujourd'hui qui est un peu nul, en fait. Donc on s'est dit qu'il y avait à la fois une opportunité de marché très importante. Il y a un tout gros trou dans la raquette qu'on veut combler, avec un vrai réseau vraiment social et à côté de ça, on se rend compte que les autres réseaux sociaux ont pas respecté leur mission, quoi. Mmh, OK. Selon toi, la mission d'un réseau social, c'est vraiment avant tout de connecter les gens, quoi? Ouais, en fait, c'est aussi ça le truc, c'est que c'est de la sémantique. Est-ce que, par connecter, on entend, s'envoyer des messages, s'envoyer des reels, s'envoyer,
des commentaires, des likes, etc. Ou est-ce que se connecter, c'est faire ça, se connecter dans la vraie vie, se parler, apprendre à connaître l'autre. Je pense que, en tout cas, ma conviction et la conviction chez Mingle, c'est que se connecter, c'est regarder d'abord l'autre, comprendre l'autre, le regarder dans les yeux, lui parler, le sentir, sentir sa présence. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, aux États-Unis en particulier, tu as un sentiment d'isolation sociale qui est hallucinant. Aujourd'hui, 61% des personnes aux US se sentent isolées, alors que précisément, quasiment tout le monde a 1, 2, 3 000 réseaux sociaux. Et donc tu dis, bon, en fait, plus ça va, plus on est déconnecté, en fait. C'est ouf, c'est ouf. Et j'entends aussi beaucoup ça sur la jeune génération. Est-ce que ça se vérifie sur les plus jeunes? On parle beaucoup de santé mentale. Je sais pas si c'est des sujets qui entrent en considération C'est chez clair. Mingle. T'as raison et c'est vrai que, ces jeunes générations qui ont été biberonnées, depuis, leurs 9, 10 ans parce qu'en fait les parents, quand tous les copains ont un téléphone, un iPad et cetera, ils se disent: «Bah, c'est quand même une voie de facilité», tu vois? De mettre un iPad dans les mains de ma fille ou de mon fils et donc du coup, bah, à 8, 9 ans, tu te retrouves, avec du Instagram, du Snapchat, des images qui sont pas du tout appropriées à ton âge, des gens qui font des trucs de fou, qui sont tous, plus beaux les uns que les autres, plus, refaits les uns que les autres aussi donc tu un culte de la beauté déjà qui est très dur à cet âge-là, parce que du coup les canons de beauté, c'est des canons qui sont quasiment irréalisables. C'est vrai pour les hommes, mais c'est aussi surtout vrai pour les femmes, malheureusement. Donc tu as déjà ce truc-là de: «Je suis jamais assez bien, je suis jamais assez beau». Tout le monde a l'air d'avoir une vie plus stylée, donc tu as une surenchère débile de, qui a la vie la plus cool, le plus de potes, le plus de likes, le plus de comments et en fait, tu vis vraiment plus dans la vraie vie, quoi. Tu compares juste, le nombre de likes des photos Instagram de tes potes, mais en fait, tu sais pas du tout comment s'est passée, leur vraie semaine de vacances ou ta vraie semaine de vacances et du coup, ta vie réelle, elle est presque passée au second plan. Et je pense que c'est vraiment, tu as raison, vrai pour cette génération qui arrive, je dirais peut-être post 2003-2004. Nous, on est un peu passé entre les mailles du filet, mais du coup, on a un gap générationnel de dingue, quoi. On a vu ce que c'était notre jeunesse. À 8, 9 ans, on jouait dans les parcs. A priori, on n'était pas sur des iPads ou sur du Instagram. On voit nos petits frères, nos petits cousins qui sont, justement, en train de vivre ça et à côté de ça, on a la génération d'au-dessus qui est trop loin peut-être pour comprendre peut-être les vraies dérives, les vrais enjeux, les vrais dangers de ce shift-là, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Et là, d'autant plus, nous, c'est trop facile en fait de se faire happer par les réseaux sociaux, de doom scroller comme on dit, et rester plusieurs heures à rien faire en fait. C'est clair. Mais j'aimerais bien revenir du coup sur l'importance de connecter pour toi et donc faire le pont avec Mingle. Est-ce que tu peux présenter Mingle, dire un petit peu ce que vous faites et après je serais vraiment hyper curieux de rentrer dans le détail de la genèse, etc. Mais d'abord Grave. comprendre c'est quoi Mingle. Ouais, écoute, Mingle, tu l'as un peu compris entre lignes, je pense, ça a vocation à être le nouveau vrai réseau social qui connecte les gens. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est ni plus ni moins qu'un feed d'events avec des gens qu'on peut voir, avec qui on peut chatter, avec qui on peut se friend request, avec qui on peut se voir avant, pendant, après l'event. Donc on dépasse aussi simplement, le moment qui est un event qui peut être, un run avec, des flancs comme samedi prochain avec, tu vois, Running Flanc qui est à Paris, tous les samedis matins embarque 200 personnes sur Mingle. C'est aussi le fait d'avoir un cheminement, autour de ces moments dans la vraie vie pour qu'au moment où on arrive à l'event, on voit un peu déjà qui est qui, on se soit peut-être déjà un peu parlé et surtout après l'event, on peut garder ce lien, ce liant. C'est pas juste quelque chose de très ponctuel comme, aujourd'hui ce qu'on appelle du ticketing, tu vois? De l'Eventbrite, du shotgun. Tu prends ta place pour une soirée. Alors oui, la soirée, c'est un moment dans la vraie vie, mais j'ai juste une transaction monétaire. Nous, Mingle, on veut en faire quelque chose de vraiment résolument social, dans le sens où l'event ne se suffit plus à lui-même, quoi. Il y a un avant, un après, il y a un cheminement. Et donc, hem, la vocation de Mingle, c'est vraiment ça. C'est au lieu de scroller, de doom scroller et regarder les autres faire des choses stylées, souvent, ou pas, hein, mais bon, souvent c'est assez stylé, sinon, c'est l'algorithme, l'élimine assez naturellement. Bah, là, c'est regarder ce que je peux faire ce soir, demain, dans une semaine. Comme event dans la vraie vie, de la poterie, des échecs, du théâtre, du run et donc le pari, c'est que on a quelque chose d'hyper accessible, où on imite un peu le feed Instagram, Snapchat, mais avec des events dans la vraie vie et c'est un pari qui est, finalement qui est pas tellement agressif, tu vois? En vrai de vrai, Facebook Events le fait assez bien, mais le faisait bien il y a 20 ans, tu vois? Aujourd'hui, c'est plus du tout adapté comme outil. Meetup le faisait bien il y a 15 ans aussi, donc en vrai, on veut juste remettre au goût du jour un vrai réseau social que les gens utilisent et qui est adapté aux pratiques d'aujourd'hui.
Ok. Donc l'idée, c'est vraiment de le rattacher au réel le plus possible, si je comprends bien. Donc, euh, je veux dire, je me mets à la place d'un utilisateur, donc j'ouvre Mingle, je crée mon compte. Euh, Qu'est-ce que je peux faire en ouvrant l'application? C'est quoi les possibilités qui vont faire que, en fait, je vais pouvoir connecter avec les autres? Ouais, carrément. Donc déjà, quand tu ouvres ton compte, toi, tu as un petit onboarding avec, tu vois, on te demande un peu qui tu es, on te demande des photos, tu vois, c'est pas juste un shotgun qui prend un ticket pour un event. On te demande vraiment qui est Victor. Donc quand tu arrives sur la plateforme, les gens ont déjà un aperçu de, ce qu'est- de qui est Victor. Donc en ce sens, on se rapproche un petit peu de ce que peut faire le dating, tu vois. C'est-à-dire, on veut vraiment voir qui tu es avant de te pousser aussi les events adaptés à qui tu es. Donc quand tu arrives sur la plateforme, en fait, vraiment, tu as un feed d'events qui vont à ce stade aujourd'hui être assez universels. On n'a pas encore assez de liquidité d'events pour vraiment te pousser juste peut-être des events de running, de natation, de trail, etc. Parce que bah, on n'a pas encore assez d'events, parce que ça fait tu vois, 1 an qu'on existe. Mais demain, on espère, en tout cas la target, c'est vraiment de te pousser comme l'algorithme Instagram, des events hyper adaptés à ta localisation, à ta géographie, à ce que tu as envie de faire. Peut-être que le lundi soir, tu as envie de faire plutôt du théâtre, de la poterie, ça tu nous le diras en onboarding. Que le mardi et le mercredi, tu auras peut-être plutôt envie de te défouler parce que bah, tu auras un peu passé le week-end et donc là, tu auras retrouvé un peu d'énergie, donc tu auras envie d'aller courir dans la campagne ou sur les quais. Donc aujourd'hui, on va pas te pousser tellement de personnalisation sur les events, mais aujourd'hui, tu as le choix entre voilà, beaucoup de diversité, de liquidité d'events, que ce soit plutôt artistique, festif ou sportif, plutôt sur ces 3 verticales. Mais donc aujourd'hui, voilà, tu as ce feed d'events, tu as des critères de décision qui peuvent être les personnes que tu vois qui vont participer aux events. Donc, tu peux vraiment cliquer sur les têtes des personnes. Tu peux voir qui elles sont, à quoi elles ressemblent, ce qu'elles aiment, à quels events elles ont participé, à quels events elles participeront. Donc, tu peux vraiment tout de suite avoir un icebreaker hyper facile. Ah, j'ai vu que tu as fait cet event-là, comment c'était tu t'es marré et tout, ah, bah, on pourrait peut-être le faire la semaine prochaine ensemble parce qu'il y a peut-être un event potentiellement récurrent. Donc, tu peux créer vraiment du lien et du lien super facilement avant et après l'event. Mais donc, globalement, l'idée, c'est pas de faire un milliard de trucs, hein. Tu as un event avec un groupe chat sur l'event. On se parle avant l'event. On se voit qui vient, comment, où, à quelle heure, etc. Qui est en retard, machin. On peut faire des sondages, etc. On peut se chatter en DM one-to-one, tu vois. Donc, moi, j'envoie un message à Victor qui a l'air hyper sympa. J'ai vu qu'il avait fait un event de course à pied la semaine dernière. Là, on se retrouve à un event de théâtre. Peut-être qu'on peut aller courir juste tous les deux demain. L'idée, c'est pas forcément que tout se passe non plus sur Mingle. L'idée, c'est de créer du lien à 1, à 2, à 3 dans des petits groupes qui aujourd'hui résistent et vivent en dehors Mingle aussi. L'idée, c'est d'avoir cette liberté-là. Et donc voilà, rencontrer des gens qui vont à des events, aller à ces events-là et bah, se connecter dans la vraie vie, vivre des trucs cool, quoi, au lieu d'être voilà, sur son canapé à regarder les autres faire. Ok, trop stylé. Du coup, ce que je me suis dit, c'est quand on s'inscrit sur Mingle, on y va avec un objectif peut-être assez clair, soit peut-être pour découvrir, soit parce qu'on en a entendu parler et donc on se dit, je veux rencontrer des gens. Donc, on est dans une démarche de aller rencontrer des gens. Ouais. Et, ou peut-être pas toujours, hein, dis-moi si je me trompe, mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu à la frontière entre euh, une social app et une application de rencontre. Est-ce que tu définirais Mingle aussi comme une application de rencontre 2.0 parce que là, on le sait, les applis de rencontre, les utilisateurs, c'est en chute libre. Est-ce qu'il y a pas un créneau là-dessus de justement, à travers les passions, à travers le sport, on y reviendra, mais Ouais, t'as clairement raison. Alors, moi, je trouve que l'injonction de rencontrer des gens ou de rencontrer son ou sa partenaire, elle est hyper agressive. Du coup, elle crée une attente qui peut être hyper déceptive. Je trouve ça beaucoup plus vrai et simple et naturel de dire on vient vivre un moment. Et en vivant ce moment, on va se rencontrer de façon beaucoup plus naturelle et spontanée, que ce soit, quelle que soit la nature de la rencontre. Je trouve que dire même, tu vois, on dit jamais vraiment dans notre façon de communiquer sur Mingle, you're gonna make new friends or new lovers, tu vois. C'est vraiment, viens vivre des trucs dans la vraie vie, d'abord. Donc c'est ça la priorité. Et je pense que c'est la bonne priorité parce que si tu mets la priorité de j'arrive à un event, typiquement de running, je suis pas là pour courir, mais en fait, je suis vraiment là pour me faire au moins 3 ou 4 potes. En fait, tu vas pas du tout être, tu vois, tu vas pas kiffer le moment, je pense, parce que tu vas être en mode, bon, bah, si je rencontre pas ces 3 4 personnes, j'ai pas passé un bon moment, et donc, d'ailleurs, je reviens pas. Donc, nous, c'est pas dans notre intérêt, parce que l'idée, c'est quand même que tu reviennes aux events, et donc que tu passes un moment, et que tu passes un moment, c'est plutôt que tu sois là pour vivre une expérience et pas rencontrer des gens.
nous, on croit plutôt, mais à challenger, hein, c'est quelque chose qui est en construction. On croit plutôt dans le fait que en venant vivre un moment, on se rencontre de façon beaucoup plus naturelle. Et donc l'injonction, on la déplace un peu, on rend l'expérience, je pense, moins agressive en termes d'attente. Mais encore une fois, peut-être que dans notre discours, dans notre façon de communiquer, on devrait plutôt, cibler du dating, cibler du make friends et cetera. C'est pas l'objectif de Mingle. L'objectif de Mingle, c'est de faire sortir de canapé et de vivre des choses dans la vraie vie. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on rencontre le plus facilement des gens, en fait. Ouais, carrément. Donc là, j'ai envie de faire le pont direct avec le sport. Bon, tu as parlé de sortie running, le samedi matin. Bah, pourquoi le sport, dans Mingle? C'est quoi l'intérêt du sport, dans tout ça? Ouais, bah, c'est un peu cette idée, c'est cette idée que quand on fait du sport, on vient d'abord pour faire du sport et que la rencontre, elle est beaucoup plus smooth, tu vois? Désolé pour le franglais, moi. Entre start-upers, ça se voit Ouais, plus, mais maintenant, je on s'en sens fout. que je vais me faire engueuler sur les commentaires après. Mais le sport, c'est quand même, à force enfin, à on peut se prouver le contraire, mais l'un des trucs les plus universels, accessibles, sains qui existent. Et quand on vient faire du sport, on sait qu'on va être entouré de gens qui nous ressemblent un minimum, avec qui on partage des valeurs. Et je pense que c'est un vecteur de réassurance très puissant, au même titre que d'ailleurs, si on faisait des soirées gaming ou échecs, ça pourrait être le cas. Mais aujourd'hui, il y a une tendance de fond qui fait que dans nos univers, en particulier, il y a, le sport est omniprésent parce qu'il y a, je pense qu'il y a un ras-le-bol d'être assis sur sa chaise toute la journée à pas faire grand-chose. On a besoin le soir de bouger, de sortir, de se défouler, de voir du monde aussi, mais d'abord de se défouler. Donc c'est vrai que le sport est un peu à la jonction, de ce culte, un peu du corps, de l'outs d'être dehors. Et je pense que déplacer aussi le fait de faire du sport vers le fait de se rencontrer, ça rend le run typiquement, qui fait quand même peur à beaucoup de monde, bah, moins agressif justement. On rend le run, je pense, avec Mingle et avec les communautés qui, fleurissent sur Mingle, beaucoup plus universel, fun et accessible. Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'Aerox avec le CrossFit. Les communautés de run, ce qu'elles ont fait avec le run, c'est vraiment ça, quoi. Elles ont padélisé le run, ce qu'a fait le padel avec le tennis, tu vois? Nous, on vient juste un peu, bah, permettre à ces communautés de se retrouver au même endroit dans un outil qui est adapté pour, pas juste avoir un WhatsApp avec des messages dans tous les sens où c'est le bazar et cetera, où tu as ton cousin qui cherche un appart, ta sœur qui cherche un stage et cetera. Donc on les a juste mis au même endroit pour qu'elles se rencontrent aussi et que, bah, il y a plus de silo entre les communautés de run en particulier, que toi, Victor, quand tu es dans une communauté X, tu puisses te dire: «Bah, il y a aussi cette communauté Y qui existe, qui peut peut-être faire autre chose, mais avec qui potentiellement demain on pourrait faire des events un peu crossover». Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les communautés, elles se rencontrent et elles créent des events entre elles alors qu'avant elles communiquaient pas du tout parce que c'était sur des WhatsApp hyper silotés. Donc pardon, je m'égare un peu sur la question, mais pourquoi le sport? Parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est hyper tendance, donc on serait bête de pas l'embrasser. C'est aussi quelque chose qui est hyper vecteur de rencontre parce qu'on sait que les personnes qui sont avec nous, autour de nous, elles nous ressemblent a priori. C'est aussi le fait de dire de rendre le sport moins un peu flippant, parce qu'aujourd'hui aller faire du sport tout seul, bah, en particulier le running, c'est pas très fun. Tu es vite, avec ta montre en train de te demander quand est-ce que ça se termine. Mais là, aujourd'hui, c'est pas nous qui avons inventé les communautés de running, tu vois? Les communautés de running, elles sont venues sur Mingle. Donc on vient surfer sur cette vague de communautés aussi, on vient leur permettre de fleurir, de grossir, d'avoir un outil beaucoup plus adapté que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Mais donc pourquoi le sport? Et je vais peut-être finir par ça parce que c'est aussi quelque chose qui, me ressemble, nous ressemble, Hugo et moi, mon associé, et quelque chose qui nous parle, quoi. Parce qu'on est convaincus qu'il faut encore et encore démocratiser le sport et faire en sorte que tout le monde, ceux qui peuvent en tout cas, parce qu'évidemment c'est aussi, malheureusement tout le monde ne peut pas faire de sport. Ceux qui peuvent, bah, doivent se bouger, sortir de chez eux et rencontrer du monde en faisant quelque chose de plutôt bon et sain pour leur tête et leur corps. Ouais, de ouf. Non, mais je suis 100 convaincu qu'aller, pousser les gens à faire du sport, à travers la rencontre, à travers le fun, hem, c'est important. Ça couvre plein ça répond à plein de problèmes actuels dans la société, donc trop trop intéressant et trop aligné. Hem, Justement, tu m'as dit que le sport, c'était, important pour toi. Pourquoi? Ouais, écoute, ouais, moi je pense que j'ai toujours été un peu hyperactif, enfin je suis hyperactif. Du coup, quand j'étais petit, mes parents, ils me mettaient pas sur un iPad parce que ça me faisait péter un câble et j'étais insupportable. Ils me faisaient soit faire, monter, descendre les escaliers, à la maison, soit, j'allais courir, ou je suivais mon papa à vélo, donc j'ai fait très tôt du sport parce que c'était, je pense, un besoin pour mes parents, sinon j'étais insupportable. Le problème, c'est que quand tu habitues un enfant à faire du sport tous les jours,
à 10-11 ans, tu vois, il commence à gagner un peu les crosses, des trucs comme ça. Il se dit: «Ah mais c'est trop stylé et tout, je suis la star une semaine dans l'année, à l'école» parce que quand il y a le cross, bah, tu gagnes et tu te sens trop trop content donc tu as envie de rentrer un peu dans une logique de perf. Hem Et il se trouve que moi, ma logique de perf, je l'ai finalement très vite eue dans l'eau. Je me suis très vite senti bien dans l'eau, à ma place. C'était l'endroit où je pouvais, voilà, vraiment me calmer, me relaxer, même me reconcentrer. Je dormais pas très bien, j'étais pas très concentré à l'école, et donc le fait de nager 1 ou 2 heures par jour, c'était un gain de temps assez hallucinant pour moi, pour mes parents. Ça me permet d'être calme à l'école, ça me permettait de bien dormir, et donc c'était tout le monde était gagnant dans l'histoire. Mais donc assez vite, je me suis mis à nager 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, j'étais vite, voilà, en horaire aménagé en natation, à un âge assez, enfin jeune et je suis vite tombé amoureux des longues distances en natation. Alors qu'à l'époque, c'est pas très sexy, tu vois? Du 400 mètres, du 800 mètres, du 1500 mètres, même si à l'époque, bon, tu grandis avec les distances, tu vois? À l'époque, c'était plutôt cool de faire du sprint et cetera, du 50, du 100 mètres. Donc j'ai fait, pendant quelques années, de la natation un peu à haut niveau, en eau libre, pardon, en eau libre, d'abord en bassin puis en eau libre, sur des distances plutôt longues. Et à un moment donné, bah, j'étais bon, mais j'étais pas excellent, j'avais pas beaucoup de talent. J'étais plus un mec qui bossait plus que les autres, mais qui a jamais eu le talent, tu vois? Et qui faisait beaucoup de choses au mental. Mais tu vois, je me blessais vite aux entraînements, je craquais vite pendant les stages. J'avais vite du mal à tenir la même cadence que les autres parce que je mettais trop d'intensité. J'y allais comme un bourrin, j'aimais pas trop respecter les temps, les séances. J'ai toujours, voulu juste me défouler, en fait. Et la logique de perf, elle s'est un peu enfin, elle était assez naturelle, elle était dans cette continuité, mais ça a jamais été ce qui m'a drivé. Je l'ai compris un peu plus tard et j'ai un peu explosé à 15-16 ans en me disant: «Bon, bah, je passe 2-3 heures dans l'eau par jour, mes potes, ils font la fête, ils fument, ils boivent, ils ont une vie trop cool. Moi, j'en ai marre de compter les carreaux de la piscine. J'ai envie de vivre, comme les autres». Et en fait, je me suis dit ça, mais en me disant ça, j'ai eu des potes qui ont commencé à me parler du triathlon. Je me suis dit: «Bah, attends, ça a l'air quand même hyper fun ça». En fait, j'étais en recherche de fun depuis toujours. J'ai envie de me défouler, mais la perf de natation regardez, on parle de chrono, de millisecondes, tu vois? Je crois que j'avais envie d'autre chose, en fait et le triathlon, ça a été ma réponse au fun. Avant que ce soit un peu cool et à la mode, tu vois? Parce qu'à 15-16 ans, tu es pas cool quand tu as un trifonction et que, tes potes, ils font du rugby, ils se boivent des bières et tout. Donc tu étais un p à l'époque, j'étais un peu à contre-courant, tu vois? Je te parlais d'être stylé avec le cross, en CM2, 6e, c'est vrai, mais en seconde première, quand tu vas faire des sorties vélo, de 18 h à 21 h, enfin, il y a personne qui comprend dans ta classe ce que tu fais, tu vois? Et donc je me suis mis au triathlon à la suite de la natation. Ça a été une expérience assez folle et assez rigolote parce que, bah, j'arrivais avec un passif de nageur correct, et donc en triathlon, c'est natation, vélo, course à pied. Donc tu sors de l'eau, tu es 1er, tu es content. Tu arrives à vélo, tu te fais fracasser. Tu arrives à pied, tu comprends plus ce qui se passe, tu as les jambes toutes en coton. Enfin, du coup, il y a une vraie phase d'adaptation. Heu, j'ai voulu aussi m'amuser et donc j'ai voulu être performant parce qu'en fait, l'un va un peu avec l'autre quand même chez moi. Même s'il faut pas qu'il y ait un drive trop chrono, tu vois? C'est un peu un jeu d'équilibriste. Faut que ce soit fun, donc pour que ce soit fun, faut que je me sente bon, mais en même temps, quand c'est trop obsessionnel, j'explose et ça me dégoûte, en fait et c'est ce qui s'est passé un peu par la natation et j'ai eu peur que ça se passe un peu avec le triathlon au bout de 2-3 ans et à ce moment-là, je suis rentré en prépa, donc j'ai jamais pu tellement exploiter ce que j'aurais pu faire, en poussant trop. Mais tu vois, j'avais un niveau national en triathlon, j'étais top 50-60 en France, il y avait bien, bien, bien meilleur. J'ai jamais été, dans un haut niveau, tu vois, démesuré. J'ai goûté un peu du doigt ce que c'était que vivre, dormir et manger sport, avec des sports qui sont quand même très exigeants. Je pense que j'avais pas les qualités pour le faire. Je pense que j'avais le mental pour le faire, mais j'avais un mental, qui avait besoin de fun et le fun, je l'ai perdu quand on rentrait dans une approche, trop perfectionniste. Or, c'est des sports pour être excellent, tu dois être hyper perfectionniste, tu vois? C'est dans le détail que tout joue, tu vois? Et donc, c'est marrant de voir ce qui nous drive chacun, tu vois? Moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être bon pour m'amuser, mais à un moment donné, quand tu es bon, tu côtoies des gens qui sont meilleurs et tu as envie d'être meilleur et tu rentres dans une spirale qui peut vite être vicieuse et un peu infernale. Et je suis rentré là-dedans et en mi-terminale, tu vois, j'ai explosé, j'ai arrêté et je me suis mis à faire de la muscu parce que je voulais avoir un physique, de bonhomme, tu vois? Parce que le triathlon, moi, enfin, tu vois, j'avais un physique très, très sec. C'était pas cool, pas stylé. Je voyais mes copains rugbyman qui avaient du succès avec les filles, qui, faisaient la fête et je crois que j'avais envie de leur ressembler un petit peu. Donc j'ai fait un peu de musculation en terminale et après je me suis retrouvé en prépa et je pense que ce que j'ai mis dans le sport,
bah, j'ai mis ensuite dans un peu mon cursus académique. Enfin, tout est relatif, hein, mais parce que je suis arrivé en prépa, finalement, j'étais un bon élève, mais en prépa, je me suis quand même un peu fait casser la gueule par les profs, par les notes. Ah bah ouais, Et m'en parle pas. ouais, donc j'étais loin d'être le meilleur de la classe en prépa, mais par contre, j'ai mis cette obsession que j'avais dans le sport, parce que malheureusement, bah, c'était quand même une obsession. Je l'ai mis dans ma prépa et je l'ai mis en particulier dans la philo, qui était la matière la moins rentable du monde, mais je suis tombé amoureux de la philo en prépa. Et bon, voilà, du coup, les concours d'école de commerce, je les ai pas réussi, bah, je les ai pas hyper bien réussi, mais j'ai eu quand même une Sauf école en philo. sauf en philo. Mais la philo, malheureusement, c'était pas du tout rentable, quoi. Non, Donc c'est clair. voilà, j'ai switché un peu d'une obsession à une autre. Et je pense que c'est un peu ça ce qui s'est passé depuis tout le temps, quoi. Je suis un peu monomaniaque sur mes trucs. Ouais. Là, en ce moment, c'est cette obsession de connecter les gens et j'y crois vraiment et je pense que c'est plus qu'une obsession, c'est un peu une mission. Ouais. Mais jusqu'à présent, tu vois, j'ai un peu enchaîné, les petites missions comme ça, où j'étais très, très all-in dans tout ce que je faisais. Je suis pas très polyvalent, tu vois? J'ai du mal à faire tout bien en parallèle. Ouais, mais je dirais que le triathlon, ça reste un sport assez polyvalent, mine de C'est rien, vrai, où tu ouais. dois maîtriser trois disciplines bien en plus, quoi, si tu veux faire Ouais, des bons résultats. tu pas tort, ouais. Euh, comment est-ce que tu as fait en prépa, ça m'intéresse, pour continuer le sport? Est-ce que tu as dû faire une croix sur ta pratique? Parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps. C'est clair. Et Ouais, il y a le côté, ouais, j'en fais pour me sentir bien, évacuer le stress, tout que la prépa peut générer. Mais en même temps, tu dois bosser énormément et ouais, donc tu peux pas trop faire de sport. Moi, j'étais un peu confronté à ça et j'ai fait 3 ans de prépa. Pendant quasiment 3 ans, j'ai archi diminué mon intensité, dans le sport. J'ai perdu de ouf en cardio. En fait, j'ai eu l'impression de repartir de zéro. Et encore pire quand tu rentres en école après, ouais, parce que ouais. le rythme de vie est pourri. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette période-là où finalement tu es un peu privé par la contrainte du temps, de faire du sport? Tu raison et c'est vrai que c'est une bonne question parce que je l'ai un peu oublié, mais à l'époque, c'était le truc qui m'oppressait et m'angoissait le plus, quoi. Comment je vais réussir à caler mon petit sas pour décompresser? Parce que même si j'ai, défocus le triathlon, la perf pour le prépa, en fait, tu as quand même ce besoin physique. Je te le disais, pour dormir, pour, juste te sentir bien dans ta tête et ton corps et je pense que c'est hyper important de se sentir bien pour être performant aussi en prépa. Donc tu as vite un truc de il faut trouver c'est encore une fois un peu un jeu d'équilibriste. Alors moi, je me mettais dans une situation où tous les jours, j'essayais d'arriver un tout petit peu en retard en prépa pour que ça m'oblige à bombarder à vélo. Donc j'avais 15-16 minutes dans les bons jours de vélo pour arriver en prépa. J'arrivais toujours sur le fil du rasoir et parfois je ne rentrais même pas dans la classe tellement j'arrivais en retard. Donc je faisais en sorte d'arriver en retard pour me mettre un chrono, c'était d'ailleurs un peu dangereux, sur mon VTT où je m'étais mis des petits prolongateurs comme ça où j'étais en mode contre la montre, quoi. Donc j'avais ça aller, ça retour. Donc j'avais 30 minutes de vélo par jour et je m'étais mis une petite routine, tu vois. J'avais une petite barre de traction, je m'étais mis une petite routine où j'essayais de faire 100 pompes et 30 à 40 tractions par soir, juste pour me sentir un peu congestionné avant de dormir. Tu vois, pour que quand je me couche, je me dise: «Bon, ouais, j'ai pas fait que travailler aujourd'hui, Ouais. je me sens bien dans mon corps, j'ai un tout petit peu transpiré, j'ai encore un tout petit peu de muscle». Tu sais, tu te dis aussi: «Tiens, j'ai envie de ressembler encore à quelque chose, quoi». Quand tu te sens assis, tu fais des maths pendant 4 heures, tu sens ton corps qui se ramollit, tu te sens pas vif, pas tonique et donc j'ai mis en place ces 2 petites routines qui m'ont un peu sauvé, et à côté de ça, tu as quand même enfin, je trouve que c'est presque du sport de haut niveau de bosser comme ça, tu vois? Ouais. C'est usant, quoi. Tu brûles des calories, tu réfléchis beaucoup. À la fin de la journée, en fait, je crois que j'avais besoin de me sentir fier et en vrai, quand tu es en prépa, tu te sens quand même fier de toi. Tu as quand même appris, grandi. Moi, en plus, je me suis un peu noyé dans la philo, donc tu te retrouves, à réfléchir à des concepts philosophiques de ce qui t'anime, ce qui te drive. En fait, tu te sens vachement grandir. Alors moi, j'ai pas trop grandi sur les notes, mais j'ai grandi, tu vois, intellectuellement, je pense. J'ai mûri, et je pense que cette fierté-là, elle suffisait aussi à me calmer à l'époque, quoi. Mais donc ouais, c'était un sacré challenge, putain, j'avoue, mec. Et pour le coup, quand je suis arrivé en prépa alors ouais, excuse-moi, quand je suis arrivé en école de commerce, un peu à l'inverse des autres, alors que, tu vois, j'avais un besoin de fête. Finalement, quand je suis arrivé en école de commerce, je me suis rendu compte que ce qui m'avait manqué, c'était plutôt le sport et pas la fête. Parce que finalement, j'avais jamais vraiment fait la fête. Parce qu'avant, j'étais, tu vois, dans un truc très triathlon. Après, en prépa, c'était compliqué. Et en école de commerce, j'ai fait la fête, hein, mais je me suis remis à beaucoup nager, à faire du triathlon, tu vois, à refaire les championnats de France de natte, à, m'inscrire un peu à toutes les courses, parce que j'étais à Nantes en école de commerce à Audencia, donc toutes les courses un peu à saucisson de la région, je les faisais le week-end, alors que mes potes, ils se mettaient des timbales. Tu t'inscrivais en solo pour ces événements-là? Alors je m'inscrivais en solo, j'étais
au BDS, donc j'ai essayé d'embarquer des gens. J'étais coach en natation, en athlétisme au BDS, et j'ai aussi monté une petite asso de surf. Mais donc l'idée, c'était d'embarquer un peu potentiellement ces gens-là dans ces courses-là, notamment aux OJO. Je sais pas si tu Ouais, avais participé aussi j'y ai pas participé, voilà, mais je vois. au championnat de sport entre écoles de commerce. Donc là, tu vois, ça donnait une petite dynamique pour que les gens se motivent à nager et courir. Donc j'étais rarement seul quand même. Mais bon, souvent, je me mettais des déterres tout seul. Je me rappelle faire un Nantes-Grenoble pour aller faire le championnat de France de natation d'école de commerce. Alors que tu vois, Nantes-Grenoble, c'est l'enfer. Ouais. T'as pas l'argent à l'époque pour prendre les meilleurs trains, les trucs, donc tu prends des TG Max dégueulasses, des Ouigo de l'enfer, voire des bus. Et donc, je me mettais quand même des vrais déterres parce que j'avais quand même, à l'inverse de la prépa, ce besoin de me sentir un peu fier de moi, ce pur pause que j'avais perdu parce que en école de commerce, je trouve que les cours, malheureusement, te drivent pas vraiment et tu sais pas trop ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et perd un peu un sens presque à ta vie, de construire, de grandir, de mûrir. J'ai beaucoup déconstruit de choses en école de commerce, qu'on avait construit en prépa. Je sais pas si tu as ressenti ça aussi. Un peu paradoxal d'ailleurs de se battre comme un fou pendant 2-3 ans pour arriver et se dire ben, je vais juste besoin d'un STEM, tu vois, de mon école et c'est tout quoi. J'apprends pas grand chose de plus sur moi. T'apprends autre chose peut-être sur les relations sociales, humaines, mais en vrai de vrai, t'es juste là dans un truc un peu hédoniste, un peu un saut percé de faire la fête et d'attendre quoi, que ça passe. Ouais, c'est assez décevant, je suis d'accord avec toi. Je pense que j'ai eu un peu la même expérience, où tu as le sentiment de ouais, tu as obtenu ce que tu voulais, Mmh. et après quoi? Donc Grave. peut-être qu'aussi c'est un saut, pour, un passage pour, se poser, ces questions-là. Qu'est-ce que je veux, hem, vers quoi, j'ai envie d'aller? Et je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais du coup toi après ton école, tu as fait des choix autour de, en lien avec l'entrepreneuriat quand même. Est-ce que, c'était, voulu? Est-ce que tu dans la une question qui m'intéresse, est-ce que toi, tu savais que tu voulais devenir entrepreneur? C'est quelque chose qui est, ancré en toi? Tu te dis tu as toujours su que tu voulais monter, des projets, ou ça s'impose un peu naturellement, tu l'as pas forcément conceptualisé, tu te dis: «Bah, en fait, je fais et on verra quoi». Je pense que j'ai toujours ressenti dans le fond de moi que un peu ma zone de génie, c'était, d'embarquer, de fédérer un peu les gens, tu vois, autour de projets. Tu vois, typiquement en prépa, je suis nul en rugby, hein, mais on a monté un tournoi de rugby interprépa, donc même sur des domaines que je maîtrise absolument pas, ça m'amuse d'essayer d'embarquer les gens et j'avais pas matérialisé ça comme de l'entrepreneuriat à l'époque, mais tu vois, je me suis souvent rendu compte que cette énergie, cette envie, un peu cette passion, j'avais besoin de la transmettre, de la vivre avec les autres et de les embarquer avec moi. J'avais quand même monté déjà une petite boîte avec mon frère en première terminale, où on s'était rendu compte qu'il y avait, un peu un trou dans la raquette sur les soirées, un peu de time wayne, je dirais, entre les rallyes, les mariages, les gros anniversaires. Où en fait, à l'époque, tu avais des prestats qui étaient soit super professionnels, hyper chers de son et lumière, j'entends, pardon, donc DJ, lumière et cetera. Soit des trucs, où c'était ton petit cousin qui mettait YouTube et qui, faisait des transitions dégueulasses, tu vois? Et donc on avait acheté du matos avec, mon frère et on avait, même mixé à des soirées, de mon école, de mon lycée pardon, d'école de commerce, d'école d'ingénieur et cetera, de rallye. Parce qu'à l'époque, tu vois, il y avait pas mal de rallye dans le 92 là où on habitait. Et donc tu vois, il y avait déjà un peu cette envie de toucher les gens, de monter un peu des projets là où je repérais un peu des trous dans la raquette, mais vraiment à toute petite échelle et tu vois, on n'a pas généré beaucoup de chiffre d'affaires. C'est très, très négligeable comme expérience, mais il y avait quand même ce truc-là qui était un peu en fil, en fil de excuse-moi, en fil rouge dans ma vie. Mais je pense que c'était plus un truc que j'avais dans mon énergie, où mes amis, mes parents, ma famille me disaient, «Putain, toi Max, un jour tu vas monter tes projets quoi, c'est pas possible, on peut pas te canaliser, on peut pas te laisser, faire des slides toute la journée sur ton ordinateur comme ce que j'ai pu faire pendant 2 ans en fonds d'investissement». Parce que oui, en fonds d'investissement, tu parles des entrepreneurs, mais à la fin tu fais des press que tu présentes à ton N+1 qui le présente à son N+2 et cetera. Donc j'étais quand même loin de l'entrepreneuriat quand j'ai commencé ma carrière. Tu étais analyste, hein, quand tu faisais ça? Ouais, exactement. Tu es analyste chargé d'affaires, alors j'avais pas mal d'autonomie parce que, bah, oui, c'était un petit fonds et qui était assez lean, assez horizontal, pardon. Et donc, j'avais quand même un accès direct à monsieur Faya qui avait beaucoup d'argent sur son compte et qui, un peu au gré de ses envies, quelque part, investit dans les boîtes dans lesquelles il croyait. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup aussi pour préparer les JO de Paris. Ouais. Il y a beaucoup de problématiques, smart city avant les JO. Tu vois, typiquement des bacs à fleurs qui réutilisent l'eau de pluie, pendant combien de temps et cetera. Enfin, c'était des sujets quand même assez techniques, en fait, même des bacs à fleurs.
Et pour remporter des appels d'offres auprès de la mairie de Paris, il fallait être quand même très fort, très novateur. Et quand en face, tu avais des Vinci, des Bouygues, des Eiffage, bah, nous, on s'était dit chez Faya que notre force de frappe, c'était potentiellement de trouver ces petites pépites start-up pour voilà, faire enfin, co-travailler, co-innover sur ces problématiques qui étaient à l'époque hyper fortes, liées effectivement à ces JO. Donc j'ai un peu touché de très loin cette problématique du sport aussi à l'époque. Mais donc en tout cas, ouais, je pense que l'entrepreneuriat a toujours fait partie de mon énergie, de mon envie de rassembler, de réunir les gens et de les embarquer un peu dans ma vision. Mais j'ai jamais, vraiment matérialisé comme ça et je me suis longtemps dit malheureusement que j'y arriverais pas, que j'étais pas assez bon, que j'étais surtout pas assez polyvalent. On m'a toujours dit: «Mec, t'es un vendeur de tapis, quoi. Tu sais rien faire d'autre que parler, faire des blagues et faire un joli sourire et à la rigueur pendant la soirée, c'est toi qui vas mettre l'ambiance, mais le lendemain, quand il va falloir, tout ranger, au bon endroit, à la bonne heure, ce sera pas toi, ce sera le mec reliable, genre». Et j'ai l'impression que l'entrepreneur, c'est d'abord le mec reliable et aussi l'importance de se maquer avec quelqu'un qui compense ce que tu sais pas faire, ce que je pense avoir, un peu réussi à faire aujourd'hui avec Hugo. Et donc c'est vrai qu'en fait, tu te dis: «Tu oui, mais tu pas seul, quoi». Tu sais faire une petite partie de la raquette, peut-être bien, mais il y a tellement de choses qui me manquaient comme corde que je me suis jamais dit que j'allais pouvoir entreprendre seul. Ou je me suis déjà jamais dit que j'allais pouvoir entreprendre. Après, je me suis dit: «Mais on peut ne pas entreprendre seul, en fait. Je peux vraiment, juste me concentrer sur ce que je sais faire». Et donc là, la problématique, c'est de trouver la bonne personne qui te correspond à ce niveau-là, quoi. OK, trop bien. Donc Hugo, ton associé, Ouais, vous vous êtes rencontrés comment? C'est là, ce ouais. qui m'intéresse, c'est de parler de, OK, comment vous avez décidé de vous associer et de lancer, Mingle? Et je pense que ce sera aussi l'occasion de parler de l'entreprise avec laquelle, vous vous êtes lancés, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, écoute, donc Hugo, on s'est rencontrés, il y a 4 ans, à un mariage. On était côte à côte, à une table de mariée, donc lui, c'était un copain de prépa, moi, c'était le fils des meilleurs amis de mes parents, qui avait aussi mes parents qui étaient à la table d'à côté, il y avait mon petit frère et cetera, donc c'était rigolo. On a bien matché, mais on s'est surtout marré pendant la soirée, on a fait la fête et les foufous. À l'époque, lui, il bossait dans une start-up, qui avait quelques années aux États-Unis, à New York. Moi, j'avais toujours la fascination d'aller bosser aux US, donc on avait un peu pris contact, par ça initialement, en comprenant un peu ce qu'il faisait. Lui était head of growth d'une boîte qui s'appelle Wellboats, qui revend, de la domotique intelligente, des trottinettes intelligentes et cetera. Donc tous les trucs, tous les gadgets un peu cool, un peu sexy aux US, il s'était spécialisé là-dessus, ça marchait plutôt bien. Et moi, ça me fascinait, quoi, de me dire moi, je suis dans mon petit bureau à Bordeaux, parce que j'étais à Bordeaux la famille Fayad était à Bordeaux. Lui, il était à New York, j'avais un peu l'impression que c'était le prochain step pour moi, pour, grandir, évoluer et mûrir encore sur ce cheminement. Donc on était pas mal en contact là-dessus initialement. En commençant à discuter, je pense qu'on a compris mutuellement qu'on était hyper différents parce que lui, c'est vraiment un stratège, un filou, un mec qui va pas faire beaucoup de bruit, mais qui va toujours trouver les bonnes ficelles pour trouver, pour trouver les shortcuts pour arriver à ses fins. Il était, il m'impressionnait de son intelligence et de vraiment sa filouterie, tu vois? Et Mmh. du fait qu'il soit hyper low profile, tu vois? C'était le mec qui avait pas de photos sur Instagram, sur LinkedIn, qui sait pas trop ce qu'il C'est fait. le hacker un C'est peu, tu le sais? hacker un peu dans l'ombre mais qui arrive toujours à ses fins. Et moi, à l'inverse, j'avais l'impression d'être le mec qui parlait beaucoup et qui agissait peut-être pas assez. Donc lui, c'était le mec qui faisait. Je faisais, mais tu vois, je parlais plus que je faisais. Lui, il faisait beaucoup plus qu'il parlait. Et je pense que cette dynamique-là, elle nous a toujours tous les 2 fascinés. Je pense que moi, il m'a fasciné. Je pense que lui, je l'ai intéressé parce que j'étais très différent de lui aussi. Donc on a vachement matché et en plus de ça, on avait beaucoup d'intérêts en commun. Tu vois, je te parlais de trucs un peu monomaniaques tout à l'heure, obsessionnels, de faire les trucs à fond. Lui, il était comme ça, pareil, tu vois? Il l'a fait avec le rugby, il l'a fait avec à un moment donné, il voulait rentrer dans les plus grosses banques d'affaires, Goldman et cetera. Il s'était mis dans ce tunnel-là. Wellboats, sa start-up, la start-up dans laquelle il bossait en tant qu'head of growth, il était, pareil, il trouvait plein de shortcuts pour, faire de la grosse, de façon hyper intelligente et surfer sur des vagues, de viralité, sans trop en faire, en fait. Heu et et j'adorais le fait qu'il soit obsédé par l'output et moi obsédé par l'input, tu vois? Moi, la natation, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'heures de longueur et tout, mais j'avais jamais vraiment rien à faire de mon chrono à la fin. Je voulais juste être sûr d'avoir fait tout ce qu'il était possible de faire pour être le meilleur le jour de la compète. Le résultat, je m'en foutais un peu, c'était le cheminement qui m'intéressait. Lui, il va, trouver tous les hacks pour être le meilleur en faisant le moins possible. Et en fait, quand tu matches un mec qui est obsédé par l'input et un mec qui est obsédé par l'output, bah, tu peux avoir des trucs un peu rigolos, surtout quand les 2 peuvent rentrer dans des phases un peu obsessionnelles comme ça. Lui, c'était voilà
le sport aujourd'hui, c'est l'Aerox, tu vois. On a fait l'Aerox ensemble au Grand Palais il y a il y a quelques semaines. Bah, lui, l'Aerox, il a préparé en 1 mois. Mais pendant 1 mois, il mangeait, dormait, vivait l'Aerox. Bon, Mingle aussi, mais tu vois, il se couchait le soir, il s'endormait littéralement comme ça. Parce on a dormi dans le même lit à New York parce qu'il est venu me voir pendant une semaine. Il s'endormait en regardant des vidéos d'Aerox, quoi. Donc, ce truc, cette obsession, lui par l'output, moi par l'input, mais cette obsession, elle était, je pense, elle nous a fait nous comprendre, je pense nous respecter aussi et nous faire dire qu'on avait envie de faire changer un peu les choses ensemble potentiellement et potentiellement en touchant les gens. À l'époque, on parlait beaucoup de sport, d'app de sport, d'événementiel. Je sais pas si ça te parle, le T24 qui est un nouveau triathlon sur 24 heures. J'ai invité Charles OK. sur le podcast. Ah bah génial. Bon bah j'étais avec, lui, au téléphone hier. Parce que du coup, Excellent, je suis speaker au T24, trop bien. parce que je me suis mis un peu à faire du théâtre et du stand-up ces dernières années parce que j'avais un peu envie de mettre mon énergie ailleurs que dans le sport et toucher à autre chose de plus artistique. Donc bref, je ces concepts-là de rendre, encore une fois, hein, plus universel, plus accessible, plus fun, des sports qui sont extrêmes, même si ça s'appelle le T24 Extreme Triathlon. En vrai de vrai, les gens qui font ce triathlon-là, ils feraient aucun autre triathlon parce qu'on l'a rendu fun, on l'a rendu, partageable. Ça devient des équipes aujourd'hui, c'est rare de le faire tout seul. Ces trucs-là, ils nous ont fascinés avec Hugo de dire on peut révolutionner les expériences et Clairement. rendre et mettre le sport un peu au devant de la scène. Mais nous, on l'avait plus avec une approche de communauté, de gamification, de challenge intercommunauté. Tu vois, de plus juste aller courir sur des quais pour courir sur des quais, mais vraiment de se dire bah, il y a une team verte, une team rouge, et on a des challenges, on a une course d'orientation dans Paris, et à la fin, on se retrouve dans un bar pour prendre des verres. Donc, ce truc déjà un peu crossover, le rendre plus social, le rendre gamifié avec un peu de tech. Enfin, ce qu'a fait un peu Duolingo avec le fait d'apprendre une langue, Ouais. avec le sport. Et en fait, on a vite ouvert, le sport au non-sport en se disant: «Mais en fait, ce qui est vrai pour le sport est vrai aussi pour le théâtre, encore une fois, les échecs, la peinture, les puzzles, que sais-je». Et donc aujourd'hui, en fait, on est rentré par le sport et on a ouvert en se disant: «Mais toutes les verticales on doivent être démocratisées, doivent être rendues sociales et plus fun». Et justement, c'est aussi en mettant tous ces univers au même endroit qu'on va pouvoir faire des crossovers de dingue, tu vois? Ouais. Typiquement, il y a 2 semaines, il y a une asso de culture et une asso de run qui se sont rencontrés et qui sont allés faire un run à la Philharmonie de Paris. Excellent. Bah, tu vois, c'est ouf. En fait, si tu mets que des runs que du sport ensemble, tu pas des étincelles comme ça qui peuvent se produire. Et donc c'était un peu le constat qu'on avait fait avec Hugo, sur, le fait de démocratiser l'expérience en la rendant fun, sociale et gamifiée via de la tech. Donc, ce qu'a fait le T24 vraiment avec de l'événementiel pur, on voulait un peu faire quelque chose de peut-être plus holistique. OK. Même si je suis totalement admiratif de ce qu'a fait Charles et j'en serais incapable. Mais donc ça nous a fascinés et voilà, c'est un peu comme ça que l'idée de Mingle est venue. OK. Donc il y a eu votre rencontre au mariage, heu, quelques années sont passées, vous êtes restés en contact, vous vous êtes rendus compte que vous étiez hyper complémentaires. Donc vous quoi i qu'est-ce qui a initié le projet? À quel moment où l'occasion s'est présentée de se dire: «On se lance ensemble, il y a un truc qui nous plaît, il y a un marché, c'est maintenant»? Ouais, c'est clair. Bah, en fait, enfin, pour être très honnête déjà, c'est quand même Hugo qui a été le premier sur le créneau. OK. Parce que moi j'étais encore, sales dans la tech à ce moment-là et lui il est parti, monter un projet chez Voodoo, qui était un peu un Mingle 1.0 en fait. Parce que tu sais, Voodoo a fait beaucoup d'argent, bon, c'est une façon un peu malheur de le dire, mais a été très focus sur le gaming. Tu peux expliquer, Voodoo, ce que c'est pour les gens qui Ouais, nous écoutent et comprendre, Voodoo ce que ça représente dans l'écosystème français, carrément. tech aussi, quoi? Ouais, Voodoo c'est en gros 8 milliards de téléchargements dans le gaming. Tous les jeux à la con auxquels tu joues, aux toilettes, avant de te coucher, de Mob Control, enfin vraiment j'envoie des boules de papier dans une poubelle avec du vent à droite à gauche, enfin tous ces jeux auxquels on a dû jouer. Voodoo en a fait, son expertise, et a trouvé un peu ce qui rendait accro les gens, et donc a fait vraiment un business autour des toutes les petites apps, qu'on a tous vu passer. On voit des pubs toujours qui nous saoulent et cetera. Ouais. Mais voilà, ils ont fait un business autour de ça. Ils ont été hyper forts, hyper successful et je pense qu'il y a, quelques années, une fois qu'ils ont un peu masterisé ces jeux qui génèrent aussi, toujours aujourd'hui, un revenu important et des marges importantes et donc c'est toujours leur obsession et leur vache à lait. Ils se sont dit ils avaient aussi envie de faire, plus et donc ce plus-là, ça s'est traduit par 2 choses, du social et de la santé. Le social, ça s'est matérialisé pas mal cet été avec le rachat de Biril, en juin dernier. Et donc dans la continuité de ce social, de cet Authentica, parce que Biril, c'est quand même plus authentique qu'un Instagram, qu'un Snapchat, qu'un TikTok, ils se sont dit: «Bah, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin?»
et on n'irait pas même chercher du in real life, du offline. Et donc, autour de ça, il y a eu, ils ont construit des concepts, ils ont réfléchi, ils ont sondé un peu le marché. C'est un peu comme ça hein, que la genèse, l'idée de Mingle est venue. C'est d'abord Vodoo qui a dit on veut faire une app dans le real life. Et donc, c'est quand même eux qui ont pré-mâché le travail, qui ont d'ailleurs aussi tout financé. Hein, donc, il n'y aurait rien sans eux. Hugo et moi, on est arrivés pour porter le projet, Ok. pour lui donner corps, lui donner vie, avec nos idées, notre vision, notre go-to-market. Mais tu vois, Mingle n'existerait pas sans Vodoo. Tu vois, soyons clairs là-dessus. Donc, c'est de l'entrepreneuriat qui est aussi un peu sécurisé, presque déguisé, parce qu'aujourd'hui, on a une sécurité via Vodoo, via les moyens qu'ils nous octroient, qui est quand même folle. Et c'est eux les maîtres du navire, tu vois. Nous, on est quand même les exécutants. Un peu plus, quoi. Avec des parts, avec Voilà, avec tout ce qu'il faut, un statut de cofondateur quand même, quoi. ouais, c'est clair. Mais encore une fois, tu vois, à la fin de l'histoire, si Vodoo nous dit les gars, vous n'allez pas dans la bonne direction, vous dégagez, on dégage, quoi. Ouais, Ou quand Vodoo dit bah les gars, on veut faire ça et pas ça, bah on le fait. ouais. Donc voilà, c'est pas de l'entrepreneuriat classique où tu as un fonds de VC qui rentre, qui prend 10% en seed et qui arrive avec un siège au board, mais avec qui tu as le dernier mot, quoi. C'est eux qui ont le dernier mot aujourd'hui. Et je pense qu'avec Hugo, c'était une bonne façon de mettre un premier pas dans l'entrepreneuriat. Parce tu vois, on parle d'apprendre, de cheminement. Je pense que arriver comme ça avec un incubateur plus, c'est quand même d'une part un peu confortable, que c'est rassurant. Je comprends. Pour une première boîte, tu vois, on est jeune, etc. Je pense qu'il y a un peu ce truc de est-ce que j'y arriverai seul? Je sais pas, mais en tout cas, sur des apps sociales, tu as quand même besoin d'aller vite, d'exécuter vite et tu as besoin d'argent parce que ça coûte cher. C'est quand même compliqué tu vois, d'être rentable vite. Ou alors tu fais vraiment une petite app et tu fais une app pas trop. Enfin, tu fais pas un big player, quoi. En réseau social, en fait, la valeur, c'est le réseau. Donc, il faut que ce soit gros pour que ça ait de la valeur. Et pour que ce soit gros, il faut que tu craches quand même, tu craches un peu d'argent. Ce qui coûte cher, du coup, là-dedans, c'est quoi selon toi? Déjà, construire l'app, ça demande un ou des devs quand même assez world class. Ensuite, faire venir du monde, bah, ça demande des sales très forts, taper aux bonnes portes, une bonne strat, mais ensuite, ça demande aussi quand même beaucoup d'ads. Quand on ouvre Mingle à Dallas, qu'on ne connaît personne à Dallas, bah mec, tu as besoin de faire des ads, quoi. Et les ads, mec, ça coûte cher. Donc, Tu travailles avec des studios, bah, Vodoo a des un boîtes peu de tout prod? du coup, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a tout en interne, quoi. On a des compétences en interne qui sont folles. Ok. Et donc effectivement, en ce sens, Vodoo, c'est un coup de boost, un accélérateur qui est exceptionnel. On aurait probablement fait ce qu'on a fait aujourd'hui sans Vodoo, mais peut-être dans 4-5 ans. Et dans 4-5 ans, ce serait trop tard. Donc on est aussi lucide sur le fait qu'il faut répondre vite à ce besoin et prendre vite cette place sur le marché. Et donc effectivement, je sais pas si c'est la voie de la facilité, parce que c'est aussi frustrant et limitant parfois tu vois, de pas pouvoir faire ce que tu veux faire. Mais aujourd'hui, on a une fusée comme dans Mario Kart, tu vois, Ouais. qui est folle, qui est celle de Vodoo, et on a des experts dans tous les domaines dont on a besoin, parce qu'il y a cette legacy gaming qui est folle, mais en fait, les problématiques de gaming et de social sont pas complètement différentes, tu vois. Gaming, c'est toucher les gens, les faire jouer, les faire rester sur l'app, les faire kiffer et trouver les bons mécanismes d'incentive Ouais. pour que voilà, on ait de la rétention, quoi. Même si là, l'idée, c'est effectivement pas de les isoler pardon, sur leur téléphone à jouer aux toilettes, mais plutôt à la rigueur aux toilettes, de regarder leur téléphone, se dire ce soir j'ai envie d'aller courir ou j'ai envie de faire du théâtre. Ouais. La façon de faire, elle est pas si différente. La finalité, elle est quand même très différente. En tout cas, à notre sens. Force de frappe, quoi. Ouais, c'est clair. Expertise de Ouais. fou. Et du coup, il y a ce sujet-là. Tu parles de. Donc, vous avez lancé l'app. Aujourd'hui, lancée en France, hein. En premier lieu, c'est ça? Alors non, l'app, elle a été d'abord lancée à San Diego, Ok. qui a un très bon échantillon, toujours selon Vodoo, de ce que peut marcher aux US. Parce que tu vois, tu lances à New York, tu lances à LA, si ça marche là-bas, tu sais pas en fait si ça peut marcher partout aux US. Tu as besoin quand même d'une ville un peu totem. Et cette ville-là, c'est San Diego pour nous, parce que tu une ville qui est très étalée, donc c'est très compliqué de se rencontrer naturellement. T'as pas beaucoup de foot trafic, tout se fait en voiture. Quand tu es isolé là-bas, toi, demain, je te mute à San Diego, si tu connais personne, c'est très compliqué de rencontrer des gens par accident, Ok. contrairement à Paris, tu vois. Donc tu as les apps de dating. Les apps de dating, on l'a dit, c'est quand même pas très adapté pour se faire des potes. Même s'ils ont pris un peu ce virage-là, c'est quand même très limité. Et donc San Diego, c'est aussi une ville qui a un niveau de vie moyen très important. Donc c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat important. Donc si on répond à un besoin, un pain, a priori, il n'y a pas de friction pour payer pour résoudre ce pain.
Donc en gros, si on a bien compris l'équation d'isolation sociale, qu'on répond à un pain à San Diego, ça devrait fonctionner. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a testé San Diego en se disant, bah, ensuite on arrose tous les US, quoi. On scale partout et on fait une big app parce que le marché US, il est quand même autrement plus important, que ce soit en nombre de personnes, en fait, que tu aies 300 millions de personnes qui parlent la même langue, alors qu'en France, tu es obligé de refaire 10-15 fois l'équation go-to-market par pays pour avoir le même TAM. Et l'autre truc, c'est qu'aux US, tu as une proportion à payer qui est radicalement différente, en particulier sur ces produits sociaux, apps. Tu vois, en France, on n'a pas trop le réflexe de payer peut-être pour un Tinder ou un Hinge, mais les apps sociales, on les paierait moins qu'aux US. C'est moins dans la culture. Là-bas, à la rigueur, ça indique plutôt de la qualité. Une app qui est pas payante, c'est presque une app un peu nulle, tu vois. Une app qui est payante, bah, c'est stylé. Tu vois, ça attise la curiosité, ça envoie un indice de qualité, quoi. Ouais. C'est dingue. En France, j'ai l'impression que c'est tout le contraire, quoi. On se dit, c'est freinant d'avoir la Bah, payante, grave. donc j'ai l'impression qu'on va plus se tourner vers du freemium où Ouais, tu télécharges gratuitement, tu découvres c'est clair. et ensuite potentiellement tu payes, mais peut-être une infime partie. Tu dis qu'aux US, c'est l'inverse? Limite, c'est mal vu d'avoir une application gratuite, quoi. C'est clair. En fait, tout se paye aux US. T'as rien de Mmh. gratuit, quoi. T'es dans une hyper-capitalisme, tu sais, tu pas de safety net sur rien. Tout se paye, quoi. Ton docteur, limite, tu te dis que si tu le payes que 200 balles ta consultation, c'est qu'il est moins bon que le docteur que tu payes 300 balles OK. et t'es pas remboursé, hein. Ouais. Donc tu as ce truc d'hyper on rend tout tangible aux US. Tout est matérialisable par un prix. La valeur de ce micro, je m'en fous que en fait, de la qualité presque. S'il coûte 300 balles, c'est qu'il est meilleur que le micro à 250 balles. Et alors c'est un constat qui est peut-être un peu simpliste, hein, de ma part, mais en tout cas, je constate que sur les apps sociales, c'est pas complètement faux de raisonner comme ça. OK et du coup, j'ai vraiment envie de rentrer un peu dans le vif du sujet du modèle, la monétisation. En fait, comment on price une application, comme la vôtre où le modèle il est, disons assez, novateur? Hem, qui doit payer pour ça? Et comment on monétise, en fait? Ouais, écoute, c'est une bonne question, c'est une question qui est, enfin, en cours pour nous. Ouais. La réponse que j'ai, elle est pas, statique, elle est pas, arrêtée parce qu'on réfléchit activement à comment monétiser de façon intelligente. Aujourd'hui, on a pris un choix un peu agressif et radical, plutôt drivé par, Vaudou, de le faire à la Netflix, quoi. Un hard paywall, un sub, où Mmh. en gros, si tu payes pas un abonnement, tu n'as pas accès à l'app. En tout cas, ça, c'est vrai aux États-Unis. OK. Donc tu crées un social club où tous ceux qui sont là, qui viennent aux events, payent. OK. Tu te dis, indice de qualité aussi parce qu'il y a une barrière à l'entrée. Un peu comme, on a été c'est pas inspiré, mais tu vois, je sais pas si tu connais Raya, qui est excuse-moi, une app de dating payante, 60 € par mois. Tu sais que toutes les personnes qui payent 60 € par mois, elles vont être a priori actives dans l'app. Elles sont pas là pour rien, parce que justement, elles paieraient pas sinon. Ouais. Donc, paradoxalement, le fait d'avoir un hard sub, un hard paywall, fait que les gens qui sont sur l'app, bah, ils utilisent l'app et ils savent pourquoi aussi les autres personnes sont là, quoi. Mmh. Il y a un vrai besoin. Mais bon, la limite de ça, c'est que la valeur d'un réseau social, c'est son réseau et que quand tu mets un hard paywall, bah, tu cannibalises un peu ta croissance, Ouais. et potentiellement ta viralité. Et donc aujourd'hui, on est un peu au kilomètre 30 pour ça. OK. Parce que, Intéressant, parce que c'est une question que je vais j'allais te faire poser, ouais, donc ça tombe bien. je pourrais peut-être te la laisser m'imposer, mais donc c'est un peu ça, c'est en fait, on monte un réseau social. Donc on a besoin de monde, mais on a aussi besoin d'argent. Parce qu'à un moment donné, on doit montrer auprès notamment de nos investisseurs et même tout simplement montrer qu'on a un business model qui tourne. Ouais. Sauf qu'à partir du moment quand on fait des tests de monétisation, on cannibalise notre viralité et notre réseau social, tu vois? Donc on est un peu on est à la croisée des mondes, on prend un peu le mur, on est un peu dos au mur, on a une équation qui est un peu dure à résoudre. On se dit: «On fait payer l'app, donc on génère un peu de cash, donc on peut survivre». Mais quand on fait payer l'app, bah, il y a moins de gens qui viennent. Les gens, ils viennent, il y a beaucoup de friction Mmh. à l'entrée, forcément. Donc ceux qui viennent, ils savent pourquoi ils viennent, mais il y a beaucoup moins de monde. Et donc la viralité qui est précisément a priori l'équation qui fait qu'on a de la valeur demain, parce que plus on a de monde, bah, plus on a de la valeur. Enfin, c'est mécanique, tu vois? Biril, ils ont été rachetés 500 millions, ils avaient généré 0 € de chiffre d'affaires. Biril, ils ont juste été valorisés au nombre de personnes qui étaient sur l'app. Donc, est-ce qu'on se la joue Biril-like et on fait rentrer tout le monde? Let's go, open door, et on génère pas d'argent pendant X mois, mais donc potentiellement on se met en difficulté, financière, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos fonds d'investissement qui nous attendent? Ou est-ce qu'on fait, un Netflix-like, où on fait payer tout le monde tout de suite et en fait, on se dit qu'on a tellement de valeur que ça va grossir malgré tout? Heu, Vraiment, j'ai pas la réponse à cette question et elle est dure parce que
Enfin, précisément, tu as un effet réseau, quoi. La valeur du réseau, C'est clair. c'est le monde, quoi. Tu vois, si Facebook avait en 2008 ou 2009 dit à tout le monde, les gars, pour rentrer sur Facebook, c'est 20 balles par mois, parce qu'aujourd'hui, Mingle, c'est 20 balles par mois aux US, tu vois, c'est cher. C'est pas 5 euros par mois ou 10 euros par mois. C'est pas un Hinge Premium ou un Tinder Premium, tu vois. Est-ce que Facebook serait Facebook aujourd'hui? Je sais pas. Hmm. Bah, vraiment, j'ai une conviction qui est un peu biaisée. Tu penses que non? Moi, je pense que non, ouais. Ouais. En vrai, je pense. Enfin, j'aurais tendance à penser la même chose. Mais aujourd'hui, ce qui est Facebook, c'est planétaire en même temps. Donc, ça a aussi bien marché, probablement parce que c'est très accessible aussi. C'est clair. Mais c'est une question ultra intéressante. En vrai, Ouais. est-ce qu'il n'y a pas une réponse dans la monétisation B2B? Pas simplement faire payer les utilisateurs, mais Potentiellement les venues, donc les endroits, typiquement, on assure du trafic à la TGV Max un mardi soir à un resto qui aurait personne et on organise des événements dans ce resto. C'est ce que tu entends donc et donc potentiellement dire au resto, pour 200 € par mois, on te fait venir 20 personnes toutes les semaines ou alors on prend une com sur ce que tu génères en chiffre d'affaires. Potentiellement, mais encore une fois, effet réseau. C'est-à-dire que je dois faire venir 20 personnes un mardi soir dans ce resto. Donc il faut que j'ai quand même du monde sur l'app. ouais, c'est clair. Et avant de pouvoir t'assurer que je fasse venir 20 personnes tous les mardis soirs dans ce resto, Ouais. enfin, faut que je le fasse quand même at scale, tu vois? Faut que je le fasse un peu partout, pour que j'ai vraiment un business model. C'est pas bête. Et du coup, c'est quoi la taille critique qui, selon toi, est intéressante? À partir de laquelle tu te dis, quand j'ai atteint ce nombre d'utilisateurs, là, on parle sérieusement, là, on potentiellement, on peut commencer à mettre un paywall, on peut commencer à Alors, en fait, je pense qu'il faut raisonner par communauté, par ville, ouais, voire même par quartier, tu vois? Parce qu'en fait, les communautés, elles évoluent et elles sont enfin, c'est des cercles un peu atomiques, un petit peu imperméables les uns des autres. c'est local, quoi. C'est quand même assez local, tu Ouais. vois? Paris, c'est petit, en fait. C'est très petit. Donc Paris, ça peut être une communauté, je pourrais te raisonner à Paris en disant: «Paris, je pense qu'il faut 10 000 DAU, donc 10 000 personnes qui se connectent tous les jours sur l'app, Ouais. pour qu'on commence à avoir une boule de neige telle et une FOMO telle que quand on a un paywall, les gens restent. Tu as une stickiness de ouf parce qu'on a créé des expériences, des groupes de potes, des communautés qui font qu'en fait, tu peux plus vivre sans, quoi, Ouais. en schématisant un peu. Et ces 10 000 là, je pense que c'est un chiffre qui est assez vrai par quartier aux US parce qu'en vrai, New York, c'est big. Tu as 5-6 paris à New York, donc tu as 5-6 fois 10 000 DAU par quartier pour, je pense, que le paywall fasse sens dans le sens où, encore une fois, on a créé un univers presque qui est tel qu'on est obligé de rester, donc on va vouloir payer pour rester. Donc Mmh. je raisonnerais plutôt par neighborhoods, tu vois? Genre quartier, Paris étant un quartier, et donc je pense que le 10 000 DAU, il est assez accurate. C'est énorme en fait 10 000 DAU. Ouais. C'est vraiment beaucoup, tu vois? Parce que ça veut dire que demain, si on a 10 000 DAU par quartier, aujourd'hui, on doit avoir 12-15 quartiers, un peu arrêtés, aux US et en France. On a 100 000, 150 000 DAU. C'est quand même beaucoup, tu vois? Ouais, c'est beaucoup. C'est 2 stades de France qui se connectent tous les jours sur ton app. Je pense que c'est la taille critique. C'est vraiment au doigt mouillé, hein, je j'ai pas la Ouais, réponse. ouais. Biril, c'est 21 millions de DAU, tu vois? J'aurais tendance à dire qu'à 1 million de DAU, on commence à avoir une app vraiment sérieuse qui pourrait se monétiser et se valoriser juste au nombre de DAU. Juste avec les Juste utilisateurs, avec quoi. les utilisateurs. Donc potentiellement, si on est tellement viral, on n'aurait même plus besoin de raisonner en monétisation. Mmh. Même si en fait, tu vois, Biril, c'est un autre temps. Aujourd'hui, on ferait pas d'exit, on se ferait pas racheter si on génère pas de chiffre Ouais, d'affaires. ouais. Les gens sont plus naïfs, tu vois? Mais en vrai, c'est fou, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a la tendance de, votre modèle fait que il y a des dynamiques globales et en même temps très locales. C'est clair. Vous vous adressez à un marché, international. Il y a un sujet de viralité, mais rendre cette viralité locale aussi, quoi. Donc attirer des personnes proches de chez soi, créer des communautés. J'avais une question justement sur, C'est un bon point. les communautés. Comment elles sont activées? Comment elles sont créées? Moi, si demain, je dis, en fait, je veux créer mon concept, est-ce que Mingle, ça peut être un partenaire pour moi pour me dire, je veux pousser mon événement, je veux faciliter les rencontres avec les gens, je kiffe le sport ou une autre passion,
euh, aller manger dans un resto spécifique, par exemple, et juste rencontrer des gens, des nouvelles personnes. Comment Mingle va m'aider à faire ça, quoi? Bah, écoute, demain, tu veux monter ton run club Val-de-Marne, tu vois? Ouais, Tu fais quoi? Tu crées un WhatsApp, tu crées un événement Facebook. En fait, t'as pas vraiment d'outils aujourd'hui non, qui c'est permettent de clair. toucher du monde. Donc, de voir aussi qui vient à tes events, de gérer le RSVP, tu vois, de façon simple, de pouvoir gérer les relances, de pouvoir avoir un groupe chat qui se crée naturellement, de pouvoir DM les gens individuellement, que ces gens-là, il y a un trafic, encore une fois, organique, parce qu'ils viennent d'autres running clubs qui étaient peut-être moins adaptés jusqu'à présent que le tien, à leur géographie, à leurs enjeux, à leurs besoins, à leur disponibilité dans la semaine. En vrai de vrai, il y a un trou dans la raquette de dingue, quoi. T'as pas d'outils. Donc, j'ai envie de te dire, tu pourrais créer un groupe WhatsApp, mais je te garantis que dans un mois, c'est le bordel, quoi. Donc, nous, on pense avoir un outil qui est résolument adapté au fait de te faire gagner du temps et de l'énergie pour voir qui vient, relancer les gens et mettre la bonne information au bon endroit et garder l'information un peu déchet ailleurs, quoi. On veut pas remplacer WhatsApp, hein, les outils de messaging, ils sont hyper utiles pour plein d'autres outils, mais tout ce qui a trait aux événements dans la vraie vie, faut que l'information, le lieu, l'heure, toutes les modalités, elles soient sur C'est Mingle, dédié, quoi. soient dédiées, ouais. Donc en vrai de vrai, le process de comment on fait venir les communautés, aujourd'hui, c'est presque plutôt l'inverse. C'est plutôt elles qui, bah, toquent à notre porte parce que naturellement, elles ont un besoin Ok. Et et on y répond. comment elles vous connaissent? Parce que là, c'est vraiment vos partenaires, quoi. Tu te dis, plus il y a de communautés, plus il y aura d'utilisateurs, et plus potentiellement par exemple, des clubs qui se digitalisent ou que sais-je, qui veulent faire grandir leur communauté. Ils se disent, bon, potentiellement, il y a un créneau de se mettre sur Mingle. Euh, Comment vous faites en sorte que ce soit facile pour, euh, pour les clubs de vous identifier comme un partenaire, quoi? Ouais, c'est clair. Bah, en fait, c'est un petit monde, c'est un petit univers, hein. Les communautés, elles se connaissent entre elles. Elles voient que quand il y a une communauté X qui utilise un autre outil, ça va attiser leur curiosité. Donc, c'est un petit monde qui communique beaucoup en lui-même. Et à côté de ça, il y a tellement peu d'outils que notre outil est vite devenu visible. Maintenant, il y a aussi, enfin, tu vois, moi, dès que je vois une communauté, j'envoie un message sur Instagram: «Oh les gars, vous faites ça comment? C'est pas une galère?» Je pense que vous auriez peut-être à gagner à creuser un peu ce qu'on peut faire avec Mingle ensemble. Ça attise souvent leur curiosité parce qu'il y a un besoin. Mais donc tu as un job, de séduction, un peu de pull, Mmh. enfin de push, excuse-moi, et tu as aussi du pull où, bah, en fait, plus ça va, plus on onboard des communautés sur Mingle, plus déjà le réseau a de la valeur, plus on est identifié par les communautés et plus ensuite les communautés vont identifier le gain organique de visibilité, sur l'app qu'elles peuvent avoir et gain d'expérience aussi, parce qu'elles vont pouvoir rencontrer d'autres communautés qui ont autre chose et créer des expériences un peu crossover de dingue, quoi. OK, trop intéressant. Et donc là, je me mets à la place d'un utilisateur américain. Je me dis, heu, pour télécharger l'app, pour s'inscrire, c'est 20 c'est ça? Hem, L'utilisateur américain, il vient parce que il avait en tête de rejoindre une communauté, ou parce que bien spécifique, et donc il est prêt à payer pour cette communauté, ou simplement il se dit: «Bah, c'est le champ des possibles est ouvert. Je veux découvrir, donc je paye pour découvrir et je vais tester plein de choses». Alors, en fait, aux États-Unis, le go-to-market, il est un peu différent. OK. Les communautés là-bas sont très structurées, structurantes, c'est presque des business. Ah ouais, OK. Et donc, pour faire venir des communautés sur l'app, en fait, souvent, on doit payer. Aujourd'hui, on n'a pas fait le même choix qu'à Paris. Au Paris, on a vu des communautés qui fleurissaient, qui se structuraient, qui avaient un besoin de mingle. Aux États-Unis, il y a moins ce besoin de mingle parce qu'elles ont des outils quand même assez adaptés, il faut le dire. Mmh. Qu'elles payent, ou qui les payent. Donc souvent le deal c'est, tu as un Sweatpals, qui arrive et qui dit: «Bah écoute, je te paye 2 000 € par mois, toi Victor, qui a une communauté de 500 personnes qui se rejoignent toutes les semaines. Par contre, en contrepartie, je prends une commission sur les tickets que tu vends». Mmh. Parce que tu vends des tickets. Parce OK. que ton run club, il est payant. Parce qu'il est très professionnel. Il y a des coachs et cetera. Il y a limite un coaching personnalisé avec une app et cetera. C'est un autre level là-bas, tu vois? Ils ont 3-4 ans d'avance. Donc le go to market via les communautés, il marchait à Paris parce qu'on était sur une adéquation de temporalité. Là-bas, le go-to-market, il est un peu différent, quoi. On vient plus Mmh. chercher des personnalités, donc il y a moins de viralité. On vient, on fait des ads, on vient plutôt chercher des 30, 40, cinquantenaires un peu plus isolés, un peu moins stylés socialement. Faut mettre des tu vois, des guillemets, mais aux États-Unis, on vend des connexions sociales. En France, on vend des expériences. On vend des expériences, pardon. Tu vois? Donc le go-to-market, il est un peu différent et l'expérience, elle est un peu différente. OK, hyper intéressant. Vraiment,
J'imagine que ces sujets vous animent au quotidien, quoi. Il y a un autre sujet qui me fascine aussi, c'est le fait que maintenant tu travailles aussi aux États-Unis. Donc si j'ai bien compris, tu voyages entre la France et les États-Unis. Heu, pour quelles raisons, exactement tu as ce rôle-là? Ouais, c'est clair. Mais en fait, aujourd'hui, on est quand même dans une équation de trouver notre marché, de rencontrer notre marché et compte tenu de la taille des États-Unis, de leur propension à payer pour les applications sociales, du besoin aussi de se combattre de battre, pardon, de se combattre, oh là, je de se battre contre l'isolation sociale, désolé, qui est plutôt un sujet prégnant là-bas. Hem, on s'est dit que c'était notre marché assez naturellement, quoi. Heu, combiné à ça, le fait que, bah, Vodoo nous pousse quand même pas mal à aller là-bas parce qu'ils considèrent que c'est le gros marché à prendre sur le social. Tu vois, il y a aucune web sociale qui est pas grosse sans être grosse aux États-Unis. C'était un peu presque le starting point évident pour nous, même si c'est difficile aussi. C'est un marché qui est compliqué, qui est très compétitif, très saturé déjà même sur ces créneaux, Mmh. qui peuvent sembler un peu niche. C'est un marché qui est en avance aussi, tu vois? Si tu prends les États-Unis, tu as tendance à penser que dans 2 3 ans, ça va arriver en France. Donc comme on est entre guillemets «un peu novateur» dans notre approche, on se dit que c'est là-bas qu'il faut d'abord, tester cette innovation et ensuite, naturellement, que ça ruisselle vers le marché potentiellement européen et cetera. Maintenant voilà, c'est aussi un marché, qui est hyper, grand, ça coûte, cher d'y aller, qui est plus structuré, notamment sur les communautés, tu vois? Donc nos go to market qui marchent à Paris, marchent pas là-bas. Mais ouais, c'était un peu un no-brainer dans le sens où, enfin, tu vois, le TAM américain, le marché américain globalement adressable, il fait peut-être, 3-4 fois le marché européen, en termes de propension à payer pour ce genre d'app. Ouais, pour ceux qui écoutent TAM, Total Ouais, Addressable, Market, c'est ça? market pardon, ouais. Globalement, c'est quoi la taille, du marché, et il y a combien de personnes et combien elles seraient en capacité ou en volonté de payer pour notre produit, quoi. Tu fais une multiplication et tu dis: «Bon voilà, globalement, je peux générer, si je prends, 5-10 de ce marché, X euros de chiffre d'affaires ou de MRR». Donc c'était le gros marché à prendre. On pourrait le prendre plus tard, mais en fait, testons tout de suite maintenant, heu, de voir et de comprendre si on apporte vraiment la valeur qu'on pense apporter et on n'aura pas la réponse sans y aller, quoi. OK, et concrètement, toi, quand tu es aux États-Unis, tu fais quoi? Sur place, il y a des bureaux, ça marche comment? Bah, en fait, quand on est aux États-Unis, avec mon associé, on bouge entre San Diego, Orange County, Dallas, et New York, peut-être bientôt Miami et la Floride. Donc en fait, on n'est jamais vraiment dans un endroit. Moi, je suis plutôt basé à New York, mais j'ai pas de bureau à New York, tu vois? J'ai ma petite chambre, d'étudiant, parce que ça coûte tellement cher à New York qu'on a pris j'ai pris un petit truc. Donc je vis un peu dans ma journée dans ma chambre d'étudiant. J'essaie de rencontrer du monde sur place, mais ma vie, elle commence surtout à partir de 18-19 h où il y a des events, où quand j'y suis, je vais animer l'event, de game, de ping-pong, de billard, de run, de théâtre, et cetera. Donc je suis vraiment, je suis un peu entrepreneur la journée, où j'essaie de comprendre, comment répondre, aux besoins du marché, mais le soir, je suis animateur Club Med, quoi. Donc c'est des journées qui sont fatigantes parce que ça se termine tard. Souvent, tu as des gens qui ont envie d'aller au bout de la nuit, presque avec, l'event et c'est chouette. Mais donc c'est une vie qui est, assez particulière, mais je la changerais pour rien au monde, tu vois? Ça me correspond et ça me ressemble vachement. Ça me donne de l'énergie, moi, en fait, plutôt de voir des gens. En fait, Ouais, trop bien. comprendre ça aussi, comprendre que tu es dans ta zone de génie, que ça donne de l'énergie, même si parfois ça peut être fatigant et usant. Tu as plein de gens qui se connaissent pas, qui font pas trop d'efforts, donc tu es obligé de faire un peu l'effort de les faire se rencontrer. «Ah, lui, il m'a dit ça, lui, il m'a dit ça, allez, parlez ensemble, vous allez trop bien vous entendre». Mmh. Mais globalement, ma journée, elle est un peu, ouais, elle est en 2 temps, quoi. La journée, j'essaie de réfléchir à comment on peut améliorer l'app, améliorer les events, améliorer le feed, envoyer des messages aux gens, comprendre ce qu'ils veulent faire sur l'app, leur souhaiter la bienvenue, essayer de comprendre aussi, pourquoi ils sont là, leur pousser les bons events en conséquence et le soir, vraiment animer ces events, les créer et les animer, quoi. OK, énorme. Ouais. C'est quoi tes events préférés à animer là-bas? Bah, moi, je trouve ça trop bien de faire des jeux. Je suis un peu un gosse là-dessus, donc tu vois, il y a beaucoup de, excuse-moi, comment ça s'appelle les endroits où il y a plein de jeux? Genre, bah, ou en fait, là, tu as une Ah, culture les salles de jeu, non? ouais, des salles de jeux, mais il y a un nom là-bas, pardon. Bon, bah, des salles où tu as du ping-pong, du billard, du baby-foot, tu vois, des trucs où on n'est pas sur des Game Boy, des jeux d'arcade, tu vois? OK. C'est le mot que je cherchais. Tu plein de jeux d'arcade là-bas dans des salles, un peu dans les sous-sols, un peu à New York notamment et tu un truc un peu confidentiel, un peu intime. La lumière, elle est pas trop forte. Tu te vois pas trop, donc tu te sens moins gêné de te présenter. Tu as moins cette friction, où tu dois mettre un masque, parce que tu vois, tu arrives,
Enfin, tu vois, on arrive là comme ça, on se connaît pas. Bon, salut, tu fais quoi dans la vie? Tu vas comment? Là, on va tout de suite jouer au ping-pong. Ça déplace un peu la gêne Ouais, du moment de on se rencontre, on se connaît pas, à on joue au ping-pong et limite on se trash talk au ping-pong et on apprend à se connaître en faisant quelque chose d'autre, tu vois? En vivant une expérience. Et donc c'est assez, ouf, de voir que ce genre de format permet aux gens de se rencontrer sans qu'ils aient l'impression de devoir se rencontrer, tu vois? Et on revient sur le truc de l'injonction qui se déplace. Mais donc ouais, c'est mes activités préférées. Déjà parce que je kiffe jouer aux jeux et je kiffe rencontrer des gens en jouant à des jeux. Et aussi parce que je pense que c'est les events qui sont les plus naturels pour les, first time users, tu vois? Pour qui c'est mmh, quand même impressionnant. clairement. OK, top. On a parlé de sujets incroyables ensemble, Maxime. Je pense qu'on pourrait faire durer la conversation encore, C'est clair. plusieurs heures, donc c'est génial. J'ai 2 dernières questions. La première, sur, ce petit étendoir là, tu vois plein de petits objets, qui sont en lien avec le sport. Je sais pas s'il y en a un qui attire plus ton attention que les autres et pourquoi? Ouais, bah, écoute, tu as les petites balles de baseball à l'américaine qui fait Ouais, plaisir, petit clin d'œil. ramenée de mon voyage à New York, celle-ci, il y C'est vrai? a C'est bon ça. Tu es allé voir un match? 10 ans, 15 ans, Ah même pas. OK. Bon, bah, trop bien. Je pense que je vais te faire rire, mais je pense que c'est le gel Morten parce que ce gel Morten, il m'a fait survivre. C'est un nombre de d'Alpha Ironman sur les 2 dernières années, j'ai carburé que à ça. Ouais. Parce que je digère assez mal les gels avec des goûts forts, avec, tu vois, très acide et cetera. C'est un gel hyper neutre. Bon, je veux pas faire de pub pour Mortem, Non, non, il y a pas de même si voilà, peut-être qu'ils vont accompagner ma copine dans son Paris-Milan. Enfin, ils accompagnent d'ailleurs ma copine dans le Paris-Milan trop actuellement. fort. OK. Et c'est vrai que c'est un gel qui m'a pas mal sauvé la vie, quoi. C'est dans des moments où tu es vraiment là, tu es au kilomètre 30, mais parfois tu es au kilomètre, 70 en vélo ou tu es au kilomètre, 2 en natation et tu bon, en natation, c'est compliqué, mais quand tu sors de l'eau, tu es content d'avoir ce petit gel que je trouve hyper bon et qui mentalement et physiquement, te réveille d'entre les morts, quoi. Te rebooste. OK, trop stylé. Hem, Dernière question. J'aime bien poser une question un peu marrante, à mes invités. Hem Et toi, puisque tu es dans le business des rencontres, des événements, selon toi, quel est le meilleur sport pour rencontrer des gens, sans transpirer comme un bœuf? C'est un bon point. Hem Je pense que je vais peut-être faire un petit clin d'œil à mon ami Lucas, mais je pense que le paddle, c'est quand même dur à battre socialement. Alors aux États-Unis, il y a le pickleball. Ils font pas Mmh. trop de paddle, c'est du pickleball, c'est vraiment du tennis sur un petit terrain, un peu comme du tennis de plage. Ça se joue à 4, donc déjà tu es 4 sur un terrain. Pareil, tu peux trash talk, t'entends, tu vois? Parce qu'en ping-pong, dans les salles d'arcade dont je te parle, tu as souvent de la musique, donc c'est parfois plus compliqué de s'entendre. C'est des jeux qui sont fun, faciles, universels. Mmh. En théorie, tu te fais un peu moins mal en tennis que enfin, tu vois, tu te fais moins de faire des articulations et cetera. Tu as moins cette logique de perf, c'est un peu enfin, en paddle, il y en a, mais en pickleball en particulier, c'est quand même compliqué enfin, même s'il y a des compètes dans tout, mais tu es rarement là pour, te mettre une race, sur un 10 bornes chrono et tu transpires un petit peu, mais c'est vraiment deux trois petites gouttes, c'est plutôt des transpirations de bière, après à la soirée, quoi. Donc de soirée, quoi. Donc voilà, écoute, j'aurais tendance à dire que le paddle et le pickleball, c'est compliqué à battre, aujourd'hui, sur l'expérience sociale universelle et l'expérience de se rencontrer en faisant quelque chose, de fun, quoi. De ouf. Ouais, c'est le fun, le plus important, quoi. Clairement. C'est un sport le paddle, attention, hein, Ouais. je veux pas, c'est C'est un physique, hein. sport, C'est un sport, mais mais c'est juste accessible. c'est accessible, tu vois? Ouais. Mais quand tu joues fort, ça s'envoie. Mais voilà, je pense à ça instinctivement. Ouais, OK, trop stylé et bah, Lucas sera ravi de C'est clair. l'entendre. Hem, Écoute, merci Maxime pour, cet échange. C'était trop sympa, je passe un super moment avec toi. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un boulevard énorme sur, le marché de la rencontre à travers, des événements sportifs, à travers des événements, autour de la passion et il y a un vrai shift, en fait, qui est en train de se passer sur ce secteur-là, heu, à la frontière entre, l'app de rencontre, le social media, repenser un petit peu l'expérience des utilisateurs pour qu'ils arrivent à reconnecter et un petit peu s'extraire du scrolling qu'on voit sur, de plus en plus, d'utilisateurs, de réseaux sociaux. Donc se reconnecter au réel, je pense que c'est vraiment une mission de fou, de dingue. J'imagine que vous n'en êtes qu'au début et bah, je vous souhaite le meilleur, pour la suite. Merci beaucoup, ouais, j'espère qu'on pourra avoir cette discussion l'année prochaine et l'année d'après et que j'aurai encore des belles choses à te raconter. Mais ouais, je crois aussi en la mission profondément. Est-ce que c'est la bonne façon d'y répondre? J'espère, je sais pas, en vrai. Mais voilà, c'est un peu un kilomètre 30 perpétuel en ce moment.
En tout cas, quand tu vois des gens qui te disent ouais, je me sens vraiment appartenir à cette ville depuis que j'utilise Mingle, bah, ça donne raison à toutes les questions, à toutes les interrogations qu'on peut avoir parfois, tu vois. Et ça drive une motivation assez exceptionnelle et on sait pourquoi, en tout cas, on se lève le matin, quoi. Excellent. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi, mec. C'était Kilomètre 30. Merci beaucoup pour votre écoute. À très vite sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour le prochain épisode.